Quand vous voulez. Non, c'est ici. Alors, donc je m'appelle Alexandra Haquet. Donc mes grands-parents, ils étaient juifs. Et comme pour beaucoup de personnes de cette communauté, se souvenir du passé, c'est très important parce que se souvenir du passé permet de ne pas répéter les erreurs. Et donc c'est à cette période de ma vie, donc quand j'étais un peu plus jeune, que j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces problématiques historiques et mémorielles. Et j'ai voulu en faire mon métier après en intégrant une prépa littéraire, Hippocagne, à Neuilly-sur-Seine. Et là-bas, j'ai découvert une toute autre vision du passé en côtoyant des camarades issus de milieux aristocratiques qui avaient justement une vision beaucoup plus glorieuse en prenant les valeurs, les traditions françaises. Et je me suis vite rendu compte en fait des limites de la théorie et j'ai voulu intégrer une école de design pour passer de la théorie à la pratique et créer une sorte de philosophie pratique. Et lorsque j'ai dû choisir en fait, le sujet de mon mémoire, je me suis replongée donc, dans la mémoire collective et l'histoire. Et je me suis donc replongée dans ces deux récits qui m'ont un petit peu animée au cours de mon parcours, donc celui de la peur du passé, de la honte du passé, et de l'autre côté, la fierté du passé. Et à ce moment-là de mes recherches, en fait, il y avait un nouveau phénomène qui apparaissait, ou en tout cas on en entendait parler, c'est celui de la déconstruction, avec des mouvements comme la cancel culture, les déboulonnements de statuts des Black Lives Matter, qui refusaient le passé en bloc pour pouvoir reconstruire un nouveau récit. Et donc je me suis posé cette question, faut-il déconstruire la mémoire collective pour apprendre du passé ? Au cours de mes lectures, je me suis rendu compte qu'en France, on a une mémoire collective qui est très déséquilibrée. Donc d'une part, on va avoir le trop d'oubli qui représente la mémoire collective officielle. On va avoir des récits glorieux en invisibilisant d'autres récits. Et de l'autre côté, on a le trop de mémoire avec justement des groupes et des personnes qui n'ont pas de place dans la mémoire collective officielle et qui ont envie de la compléter, de la réviser, de la reconstruire, mais qui empêche en fait, qui va déliter aussi en même temps un lien collectif. Et donc tout l'objectif, c'est de trouver la juste mémoire. La juste mémoire donc, de Paul Ricoeur, que Paul Ricoeur décrit, et qui consiste à trouver l'ensemble des souvenirs qui sont nécessaires pour vivre ensemble. Pour ce faire, il faut atteindre 3 objectifs principaux. Donc, le premier, c'est comprendre l'histoire, il ne suffit pas de la savoir, donc il faut pouvoir se l'approprier. Le second, c'est évoluer, il faut qu'on puisse devenir acteur de notre mémoire. Et enfin, pouvoir intégrer de nouveaux récits à la sphère collective. Et tout ça, ça s'inscrit dans un contexte actuel. Donc Denis Péchanski, qui est un chercheur au CNRS, expliquait qu'une mémoire figée, c'est une mémoire qui est pathologique, c'est-à-dire qui va provoquer des problèmes chez les individus et chez les sociétés, tandis qu'une mémoire mouvante, c'est une mémoire qui est saine. Sauf qu'aujourd'hui, la mémoire collective en France, elle évolue très lentement. Par exemple, on n'a qu'une heure dédiée à la guerre d'Algérie sur 6 ans au collège-lycée. On va avoir que 40 statues de femmes sur 700 à Paris, dont 18 de Jeanne d'Arc, ou bien il n'y a aucun musée de colonisation, sur la colonisation. Et donc, cette lenteur de la mémoire collective participe à 2 phénomènes qui sont décrits par Cynthia Fleury, le ressentiment et le désenchantement civique et démocratique. Donc le ressentiment notamment avec la controverse automatique sur les réseaux sociaux, la cancel culture ou la concurrence mémorielle qu'on a pu voir avec Dieudonné. Et de l'autre côté, donc le désenchantement civique et démocratique avec une abstention importante des votes, notamment chez les jeunes. Et pourtant, les gouvernements en place, ils essaient de faire des choses. Par exemple, on a le très récent rapport Stora, de Benjamin Stora, sur le travail de la mémoire collective autour du conflit de la guerre d'Algérie. On a des nouveaux lieux de mémoire qui voient le jour à Paris, notamment avec le Jardin Solitude, ou bien des réformes scolaires sur l'éducation civique et morale au lycée. Et donc, je me suis posé cette question de designer. Donc, comment, en tant que designer, puis-je faire de l'espace public un terrain de réflexion permanente sur la mémoire collective ? Alors, mon premier réflexe a été d'investir un petit peu la ville de Paris, en m'inspirant des Black Lives Matter qui ont utilisé les éléments mémoriaux pour questionner en fait, les récits en place. Et je me suis rendu compte que la mémoire de la ville, elle est très figée et elle ne se réactualise pas, donc dans des statues, des noms de rues, des monuments ou bien encore dans des architectures.
Sauf que ces lieux de mémoire au quotidien, ils ne posent pas tant de problèmes que ça parce qu'ils sont dépouillés de leur symbolique. Ils sont détournés, ignorés ou parfois mal entretenus. Et c'est seulement à certains moments, ponctuellement, qu'ils vont reprendre de leurs symboles pour rendre visibles de nouveaux récits, pour créer le débat au sein de la ville ou bien pour élargir la réflexion à d'autres sphères, à d'autres personnes. Donc finalement, la ville, elle a une mémoire figée, mais c'est aussi un outil de réflexion qui peut être intéressant. Et donc j'ai entrepris de rechercher un petit peu, de faire l'idéation sur ces sujets-là en reprenant les 3 objectifs apprendre, évoluer et intégrer. Sauf que je me suis vite rendu compte que toucher tout le monde en termes de mémoire collective, c'est compliqué parce qu'on a tous un passif, on a tous notre mémoire à nous, personnelle. Donc c'était un petit peu délicat. Et en fait, j'ai recontacté mon professeur d'histoire quand j'étais au collège et qui m'a aiguillé sur une autre cible et un autre territoire qui est celui du lycée et des jeunes. Parce que les jeunes au lycée, ils vont se construire avec le collectif. C'est vraiment à ce moment-là que les récits se créent, donc de la mémoire collective. Et donc mon projet tourne autour de cette cible, donc jeunes de 15 à 18 ans, et mon territoire, c'est la classe de première et de seconde. Donc pour ce faire, je suis retournée dans ma ville natale et je suis retournée dans le lycée dans lequel j'étais. Et donc j'ai fait 6 entretiens avec des lycéens, j'ai pu faire 2 entretiens avec des professeurs d'histoire et j'ai passé 2 journées en immersion dans des cours d'histoire et d'éducation civique et morale. Et ce qui est intéressant en fait avec les jeunes, c'est que donc, comme je l'ai dit, c'est des individus qui ont leur personnalité, leur mémoire familiale, leurs origines, leur expérience, mais aussi leur mémoire sociale sur les réseaux sociaux. Donc leur mémoire personnelle, et que quand ils arrivent à l'école, ils sont confrontés à d'autres récits. Donc on va leur inculquer un socle de connaissances, des valeurs républicaines, un engagement citoyen. Souvent d'ailleurs dans le cours d'éducation morale et civique, c'est l'objectif de ce cours-là. Et en fait, parfois, c'est à ce moment-là que le récit de la mémoire personnelle va rentrer en conflit parfois avec la mémoire collective. Et donc, le jeune se retrouve coincé entre un récit partiel et figé qu'il peut trouver dans les programmes scolaires et de l'autre côté, des récits fragmentés qu'il va trouver dans sa mémoire personnelle, sociale, etc. Pourtant, l'éducation morale et civique, c'est un cours qui est super intéressant. Donc, il y a une réforme en 2018 qui a proposé une nouvelle façon de faire l'éducation morale et civique autour de plusieurs objectifs. Donc les classiques objectifs de transmettre les valeurs républicaines, responsabiliser les individus autour des questions collectives, etc. Et en fait, la nouveauté, c'est qu'ils aimeraient qu'il y ait un projet collectif qui soit créé tout au long de l'année et qui se positionne autour du débat, qui va créer aussi les élèves vont devoir créer des enquêtes de terrain, des recherches, etc. Sauf que dans la réalité, donc d'après mes observations, mes interviews, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, bien évidemment. Donc les jeunes, ils se retrouvent confrontés à des professeurs qui n'ont aucune formation à l'université en éducation morale et civique. Il n'y a pas de cours d'éducation morale et civique pour eux. Et il n'y a pas non plus de formation complémentaire depuis la réforme. Voilà. Donc ils sont un petit peu lâchés dans le vide. Et donc finalement, ils vont juste donner un ordinateur aux élèves avec un site, un questionnaire à remplir sur un sujet civique, et il va devoir restituer ses connaissances sur un petit exposé. Donc finalement, on passe d'un super projet collectif très enrichissant où ils sont acteurs, à un projet individuel, un exposé individuel face à une classe avec des ressources réduites, etc. Et voilà, et donc pendant mes interviews, je me suis rendu compte que ces observations, c'est qu'il y a un sentiment de méfiance qui se crée pour les élèves, qu'il y a un sentiment d'inutilité parce qu'on ne les écoute pas, on ne les fait pas participer. Les professeurs, ils sont en manque d'accompagnement, ils ne savent pas du tout quoi faire. Et il y a un manque de moyens analytiques pour que les jeunes puissent se projeter aussi sur ces sujets-là. Et donc je suis allée essayer de chercher quand même, par moi-même, quel type de projet ces classes-là, ils ont fait depuis 2018, et j'en ai trouvé qu'un seul, que vous voyez là, donc c'est un petit peu... je pense que ça parle de soi-même. Hein. Et la deuxième solution en fait, pour créer un projet pendant ces cours, c'est de participer à un concours. Donc, par exemple, le concours national de la résistance et de la déportation. Ce qui est super intéressant sur ces concours, c'est qu'il y a une vraie reconnaissance, en fait, une reconnaissance publique qui va motiver les élèves. Donc, c'est aussi ce que j'ai vu
sur ce film qui est super bien et que je vous invite à regarder, où c'est une classe qui avait des grandes difficultés scolaires, qui a gagné le concours de la résistance, et finalement ils ont réussi à avoir le bac avec plusieurs mentions, enfin des mentions pour la plupart, etc. Et voilà, donc c'est un vrai vecteur de motivation, de reconnaissance personnelle et publique. Et donc mon projet idéal, c'est celui-ci, c'est d'avoir un projet qui permette de faciliter la mise en place d'un projet collectif pour le professeur. C'est un projet qui permet de responsabiliser les élèves autour d'un projet qui soit reconnu et visibilisé dans l'espace public. C'est de réenchanter l'intérêt général en reliant la mémoire personnelle de l'élève et la mémoire collective. Et enfin, celle de réactualiser la mémoire en créant une mémoire un petit peu plus mouvante, inclusive et démocratique. Donc voilà, mon projet, c'est réinventer les cours d'éducation civique et morale au lycée. Et donc je vous présente DOMA. Donc DOMA, c'est un projet qui est proposé aux professeurs d'éducation civique et morale pour sensibiliser de façon plus dynamique et ludique les élèves à ces questionnements. Donc tout au long de l'année, les élèves vont devoir récolter des documents concernant un événement historique et civique. Donc par exemple, la liberté d'expression pendant les attentats de Charlie Hebdo, ou ça aurait pu être aussi l'égalité entre les hommes pendant la période napoléonienne. Donc c'est assez récent avec le bicentenaire de Napoléon. Et donc ils vont récolter ces documents, ils vont les analyser tout au long de l'année, et le produit de leur réflexion va s'incarner dans un DOMA. C'est une sorte de capsule temporelle qu'ils vont pouvoir poser et exposer dans l'espace public. Et quelques années plus tard, d'autres lycéens vont pouvoir récupérer ce projet, le lire et créer à leur tour un autre projet DOMA. Donc ce projet, il est proposé sous forme de kit pédagogique pour les professeurs. Donc il y a dans ce kit un guide pédagogique évidemment pour accompagner ce professeur séance par séance. Il y a des domis, c'est des petits objets qui vont permettre aux élèves de récolter leurs documents tout au long de l'année. Des autocollants pour pouvoir catégoriser les documents, je vous en parlerai plus tard. Et une domap, donc ce que vous voyez ici. Donc c'est un outil qui permet d'analyser les documents en classe et de construire à la fin le DOMA, donc le projet final. Donc ce projet, il s'articule dans 3 espaces différents. Le premier, donc, c'est chez soi. L'élève va pouvoir récolter chez soi les documents. Le second, c'est en classe, où ils vont pouvoir analyser les documents. Et enfin, c'est dans la ville, où ils vont pouvoir exposer, donc, dans ce petit monument qui s'appelle la Domathèque, leur projet. Et donc ça permet finalement de progressivement, pas à pas, de passer de la sphère individuelle à la sphère publique. Donc ce projet, donc DOMA, en fait, tous ces objets, ils sont reliés aussi à une plateforme qui s'appelle Padlet. C'est une plateforme qui est déjà très utilisée au sein de l'éducation nationale. Et en fait, ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est qu'on peut avoir 2 espaces, donc des espaces individuels pour les élèves, où ils vont pouvoir mettre leurs documents, et un espace collectif où ils vont pouvoir aussi enregistrer leur analyse en classe et la progression de leur analyse. Donc pour construire ce projet, il y a 5 étapes. Donc le premier, c'est découvrir. Ils vont venir dans la ville au sein de la Domathèque pour découvrir les projets d'autres classes, d'autres années. Ensuite, ils vont devoir récolter ces informations, puis analyser en classe. Et une fois qu'ils ont analysé ces documents en classe, ils vont pouvoir construire un nouveau récit sous forme de vidéo dans ce dôme, donc dans le DOMA. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils vont pouvoir reposer leur projet dans la Domathèque pour pouvoir le transmettre à d'autres écoles et aux habitants de la ville. Donc ce projet s'articule tout au long de l'année dans un écosystème, dans une temporalité. Donc voilà, donc au début, voilà, ils vont découvrir un petit peu les projets, puis ils vont pouvoir venir récolter leurs documents, en même temps ils vont analyser, construire le nouveau récit et ensuite redéposer. Donc ici on voit que la Domathèque, c'est vraiment un point d'entrée et un point de sortie pour le projet. Et donc l'idée, c'est que voilà, une classe va créer un projet, va les déposer dans la Domathèque, puis quelques années plus tard, le projet pourra être récupéré par une autre classe. Ils vont construire à leur tour un autre projet qui sera dans cette idée de temporalité qui évolue dans le temps. Donc ça permet aussi en fait, de pouvoir avoir un certain recul sur les événements, donc sur le regard que ces élèves avaient, de prendre du recul dans le temps. Donc le projet DOMA, il est aussi communiqué et diffusé grâce aux plateformes pédagogiques déjà existantes. Et donc, je vais vous présenter Monsieur Martin, Lisa, Sarah et Léo, qui sont des élèves de Monsieur Martin au lycée Voltaire.
Donc Monsieur Martin, il est complètement perdu sur la réforme, il ne sait pas quoi faire. Il se pose la question, comment je vais motiver mes élèves pour ces questionnements? Et en fait, il découvre donc sur une des plateformes pédagogiques ce super projet Doma. Et il va donc devoir préparer son cours. Alors Monsieur Martin, il faut savoir que c'est un professeur volontaire. Et il va devoir donc, il aura deux solutions pour récupérer le kit. Soit il va aller au rectorat pour aller le chercher, soit il peut demander un envoi postal également. Monsieur Martin, il choisit d'aller au rectorat et il va récupérer son kit Doma. Il va pouvoir un petit peu se préparer avec le guide pédagogique, donc avoir son mode d'emploi, les différents rôles qu'il peut avoir lors du cours, et les potentiels problèmes qu'il peut rencontrer, parce que quand il s'agit de questionnement civique, ça peut être problématique. Et il va devoir créer donc, sur le Padlet le profil de ses élèves. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, il faut savoir que les cours d'éducation morale et civique, il y a un thème par an imposé à toutes les classes. Parmi ces 5 thèmes du programme, donc liberté, égalité, fraternité, laïcité et les grands questionnements du XXIe siècle comme l'écologie par exemple. Donc cette année par exemple, c'est la liberté le sujet. Et donc Monsieur Martin, il va devoir choisir un sous-thème. Donc ça peut être très bien la liberté d'expression, la liberté de culte, voilà, ça peut être un sous-thème relié à un événement historique, comme je l'ai dit plus tôt, par exemple les attentats de Charlie Hebdo, etc. Et donc ce choix-là, il peut le faire en fonction de ses élèves parce qu'il les connaît. Il va pouvoir le faire en fonction de ses connaissances aussi. Et enfin en fonction de son territoire, donc s'il y a une histoire particulière sur son territoire. Donc Monsieur Martin arrive en classe et il présente le projet Doma, donc il explique qu'ils vont créer un projet concret tout au long de l'année, qu'ils vont exposer, etc. Et il va distribuer les petits domis à chaque élève. Donc Sarah, elle est super contente d'avoir enfin l'opportunité de faire quelque chose d'un petit peu concret. Et donc elle va décider de personnaliser son domi parce qu'elle veut laisser une petite trace, ça lui appartient. Et Monsieur Martin va emmener donc sa classe dans la domathèque qui se trouve dans la ville. Et les élèves sont super contents, c'est trop beau et tout. Et donc Monsieur Martin va venir expliquer ce que c'est que cette domathèque, à quoi elle sert, etc. Donc la domathèque, cette sortie scolaire finalement, elle a 2 objectifs. Donc c'est découvrir la vision et les récits d'une autre classe sur un sujet civique. Et c'est aussi de rendre conscience de la responsabilité et de l'impact que leur projet peut avoir dans l'espace public. Voilà, donc la domathèque, c'est un monument qui a une mémoire qui est évolutive et qui rassemble les projets des classes des 4 dernières années. Il y en a un par ville qui se trouve au centre pour qu'il soit le plus visible possible. Et donc tous les domas que vous voyez ici sont rangés selon les grands thèmes du programme d'éducation morale et civique. Donc comme je l'ai dit, les domas en fait, quand ils sont créés, ils vont devoir couver pendant 4 ans. Et en fait, on va pouvoir voir seulement les domas qui ont été réalisés il y a 4 ans. Donc là, par exemple, cette année, les domas qui sont disponibles, c'est ceux de 2017. Et la domathèque, elle a 3 fonctions. Donc la première, c'est que le professeur va pouvoir venir discuter, raconter un petit peu tout ce qui s'y passe. La deuxième, c'est qu'ils vont pouvoir visionner les projets, les vidéos qui ont été réalisées par les classes, donc pour chaque doma. Voilà, par exemple, ils sont en train de voir un super projet sur la liberté d'expression d'une classe de 2017, pardon. Et la troisième fonction, c'est qu'ils vont pouvoir voter pour un doma qu'ils trouvent super intéressant parce qu'ils vont pouvoir le récupérer en classe pour pouvoir l'analyser un petit peu, le lire, etc. Donc grâce à leur domi, ils vont venir poser et voter pour le projet qui les intéresse le plus. Voilà, donc par exemple là c'est le projet du lycée Pasteur sur la sororité. Lisa, elle savait même pas ce que c'était, du coup elle trouvait ça super intéressant. Et donc ils vont pouvoir venir récupérer ce doma et arriver en classe pour pouvoir un petit peu lire les espaces personnels de chaque individu, les documents qu'ils ont récupérés, le projet de fin d'année, etc. Et donc maintenant c'est à eux de jouer. Monsieur Martin, il leur présente le thème. Donc lui, il a choisi 2 événements. Donc, alors c'est la liberté d'expression, le thème déjà, le sous-thème. Et les événements, c'est la liberté d'expression donc avant la Seconde Guerre mondiale et les attentats de Charlie Hebdo. Donc là, les élèves sont super contents parce que, par exemple, Sarah, elle a une grand-mère qui lui a expliqué que les caricatures, c'est ce qui avait amené à ce qu'on déteste les juifs avant la Seconde Guerre mondiale, etc. Et donc, c'était pas si simple, la liberté d'expression. Il y en a une autre qui explique qui a vu sur les réseaux sociaux une fille qui s'indignait des caricatures, justement parce qu'elles insultaient des religions et des personnes, enfin des religions, pas forcément des personnes. Voilà, donc c'est vraiment, ils s'intéressent un petit peu à ces problématiques. Et donc maintenant, ils vont devoir récolter ces documents.
Donc la récolte de documents, elle s'effectue parce que donc, le cadre technique, c'est qu'en fait, ils vont pouvoir scanner leur DOMI grâce à la technologie NFC. Donc c'est vraiment, ils approchent leur téléphone et ça les emmène tout de suite sur leur espace personnel sur le Padlet. Et donc ces DOMI, c'est des portails physiques qui vont vraiment les amener sur leur espace virtuel. C'est un petit peu, voilà, ça symbolise leur espace individuel. Donc ils vont récolter des documents. Alors, quel type de documents ils peuvent récolter? Ça peut être des documents existants, académiques, donc vraiment voilà, des lectures, etc. Ça peut être des documents aussi qui ne sont pas académiques, comme des vidéos, des films, des témoignages ou des paroles de chansons, des dessins, enfin bref, vraiment c'est très libre. Ou ça peut être des documents produits, donc ils peuvent aller interviewer des personnes, enregistrer des conversations qu'ils ont avec leurs parents, leurs grands-parents. Voilà, donc chacun va, donc elle va voir sa petite grand-mère, elle va récolter le film sur lequel elle avait vu quelque chose d'intéressant. Voilà, ils vont chacun un petit peu donc enregistrer leurs documents sur leur DOMI. Et ils vont devoir un peu aussi noter la fiabilité, l'objectivité du document, faire une première analyse finalement, donc contextualiser, faire un petit résumé. Et donc ça, c'est à peu près un travail de, on va dire, 35 minutes toutes les 2 semaines, parce que le cours d'éducation civique, c'est 1 heure toutes les 2 semaines. Donc c'est assez léger comme charge de travail. Et une fois qu'ils ont récolté tous ces documents, ils vont arriver en classe et ils vont ramener ces documents en classe. Donc la classe s'effectue en 2 parties. La première, c'est la catégorisation des documents. Et la seconde, c'est analyser leur récolte. Donc quel type de documents ils ont récolté. Donc là, par exemple, ils se sont mis par petits groupes et ils vont venir un petit peu parler de leurs documents. Ils vont essayer de réfléchir ensemble dessus. Et donc, quelles sont ces catégories et pourquoi des catégories? Alors, les catégories, ça représente en fait des types de récits, des types de points de vue que le document va apporter sur le sujet civique. Donc, en fait, ces catégories, il y en a 5. Elles ont été, on les a définies ensemble avec donc Guéric et Christophe. Et donc, ces catégories, elles vont Elles suivent finalement une recherche historiographique assez classique. Donc elles cherchent une... voilà, assez classique. Donc on va avoir les représentations collectives actuelles, le contexte historique, les mentalités, les mécanismes et enfin l'oubli. Donc les représentations collectives, c'est est-ce que mon document il va présenter un récit qu'on voit, un point de vue qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans notre mémoire collective? Est-ce que mon document il va présenter le contexte historique qui englobe le sujet civique? Est-ce qu'il va montrer les mentalités donc comment les gens percevaient ce sujet civique à l'époque? Les mécanismes qui ont pu mener aussi à ce qu'on voit ce sujet comme ça. Donc par exemple, ça peut être les mécanismes du complotisme, voilà, c'est des mécanismes déjà existants. Et l'oubli, c'est des récits qu'on n'a pas du tout vus ou qui sont invisibilisés ou qu'on ne voit pas suffisamment. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on part de l'idée là-dessus que quand on étudie un sujet civique et historique, il faut en voir toutes les facettes pour pouvoir se faire un avis, pour pouvoir vraiment se faire un avis sur la question. Donc les élèves, ils vont chacun, grâce aux petits autocollants, ils vont pouvoir catégoriser leur DOMI, donc de la couleur de leur document, et venir le poser sur la DOMAP. Là, ils se rendent compte que leur récolte, elle est hyper déséquilibrée en fait. Donc il y a plein de documents de mentalité, plein de documents sur l'oubli, mais il n'y en a pas beaucoup sur la mémoire collective, et il n'y en a pas beaucoup sur le contexte. Et en fait, l'objectif finalement, c'est d'avoir une récolte équilibrée. C'est vraiment d'avoir une visualisation de récolte équilibrée pour pouvoir un avis, avoir le maximum de récits diversifiés pour se faire son avis sur la question. Et donc, les élèves, ils vont un petit peu ajuster les types de documents qu'ils vont devoir aller chercher pour avoir toujours dans cet objectif un équilibre. Et donc, séance par séance, la visualisation, leur récolte va progresser pour atteindre un équilibre sous cette forme-là. Et donc, leur objectif, il est atteint. J'ai fait des petits tests sur la récolte de documents pour essayer de comprendre un peu quel type de documents les jeunes pourraient aller chercher. Et est-ce qu'ils ont bien compris aussi les catégories? Donc j'avais que des jeunes qui venaient de Paris, déjà, il faut le savoir. Et en fait, donc, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient vraiment des documents variés. Il y en a beaucoup qui avaient des conversations avec leurs proches, par exemple, ou avec des professeurs.
La catégorie qu'ils ont moins compris, c'est l'oubli. Alors je pense que justement ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de comprendre que dans leurs influences personnelles, ils ont davantage de récits qui viennent de la mémoire collective plutôt que de récits qui sont invisibilisés. Et donc, une fois qu'ils ont pu atteindre cet équilibre, ils vont pouvoir fermer le dôme. Alors, en fait, l'équilibre, il correspond au patron d'un dôme géodésique. Et en fait, ils vont pouvoir refermer parce que, du coup, les domistes ont un système d'aimant. Ils vont pouvoir refermer ce dôme, le construire en tout cas, et maintenant, ils vont devoir construire un nouveau récit sous forme de vidéo. Donc, ils vont pouvoir apporter soit un nouveau regard sur le sujet, soit des solutions vraiment concrètes à des problématiques qu'ils ont rencontrées, à des questionnements sur ces sujets civiques. Donc le format est assez libre et peut faire intervenir d'autres disciplines, comme les arts plastiques, la littérature, musique, théâtre. Donc c'est aussi des spécialités et ça rentre vraiment dans le cadre de la nouvelle réforme d'ailleurs scolaire. Et donc là, par exemple, nos étudiants, ils ont envie de faire un petit sketch sur toutes les questions qui se sont posées pendant cette année. Et chaque petit groupe va venir en fait faire une petite vidéo de 20 secondes avec un format libre. Donc là, on va avoir un sketch sur des questions. Il y en a un qui va faire des caricatures, qui caricature la caricature. Il y en a un qui va faire un freestyle en musique. Enfin, vraiment, c'est très varié. Et donc, une fois qu'ils ont créé leur projet, Monsieur Martin va pouvoir reposer le DOMA au rectorat. Il va charger la vidéo. Et en fait, ils vont pouvoir par la suite redécouvrir leur projet donc dans la Domathèque. Et donc l'idée, c'est que ce projet, il va être transmis encore une fois dans l'espace public, exposé. Et donc il sera disponible, s'il le pose en 2021, il sera disponible en 2025. Et donc en 2025, il y a des gens qui expliquent trop sympa la vidéo du lycée Voltaire, t'as vu leur proposition d'avoir des cours de sciences des religions, enfin voilà. C'est vraiment, ils peuvent venir, donc les habitants aussi peuvent venir visionner ces projets. Toujours dans l'idée d'un projet qui évolue dans le temps. Hop. Et puis en 2025, désolée pour les dates, en 2025, il y a un lycée qui récupère justement leur projet et qui dit, voilà, ils ont mis la barre super haute, nous aussi on a envie de faire un projet sympa, voilà, va falloir qu'on se donne. Voilà, donc pour conclure, ce projet, il s'articule dans 3 espaces. Il y a des produits qui vont permettre de construire une réflexion tout au long de l'année. Et ça va vraiment permettre en fait, de passer d'une mémoire individuelle à une intégration à la mémoire collective. Et donc les bénéfices, c'est une facilitation du cours d'EMC pour les professeurs, une sensibilisation des élèves aux problématiques civiques, une responsabilisation des élèves autour d'un projet qui soit reconnu, c'est important, une intégration de nouveaux récits aussi dans la sphère publique et une réactualisation donc, de la mémoire collective dans un lieu au sein de la ville. Et ce qui est super cool, c'est qu'il y a un appel à projet justement pour redynamiser les cours d'EMC, donc 2020-2021. Donc c'est qu'ils en ont besoin, voilà, de ce projet particulièrement. Voilà, je vous remercie. Avez-vous des questions? Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais sortir de ma réserve pour cette présentation brillante d'un projet très riche. Et avant même qu'on pose des questions, il faut absolument que vous candidatiez à l'appel à projet. C'est gentil. Modulo 2, 3 de vérification, parce qu'il y a quand même des cours dispensés aux professeurs sur la préparation des cours civiques dans les INSPE, qu'on appelait avant ISP, on appelle encore avant IUFM. Et qui veut dire quoi? Et qui veut dire Institut National Supérieur de Professorat et de l'Éducation, enfin c'est là où sont formés. D'accord. Donc il y a quand même un petit peu, mais vous avez raison, ils sont très mal équipés. Ouais. Mais il y a 2-3 trucs quand même. Mais voilà, il faut absolument que vous montiez votre projet déposé. C'est gentil, voilà, merci. Je ne sais pas ce qu'on va arriver à poser comme question parce que c'était vraiment très brillant. C'est très bien. Enfin, disons-le quand même, non? On peut. Bravo, c'était passionnant. Merci beaucoup. Vous réenchanter les cours d'éducation civique. de l'AMC dont mes enfants se plaignent. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. J'ai eu des petits retours aussi sympathiques. Super. Non, c'est très clair, un peu plus limpide dans le récit, le pourquoi, etc. J'avais 2 questions.
J'avais 2 questions. Pourquoi 4 ans? Alors, 4 ans, c'est une période que j'ai choisie parce que ça correspond aussi à la période du lycée. Donc, c'est des lycéens qui vont... donc, c'est des classes de seconde et de première. Et dans 4 ans, ils seront majeurs. Donc, en fait, ils vont pouvoir aussi revenir voir à ce moment-là la vision qu'ils avaient de ce sujet à ce moment. Enfin, voilà. Donc, c'était aussi pour cette raison. C'est intéressant du coup. Oui, c'est vrai que j'ai pas... Et ma deuxième question, oui. Pourquoi que des lycéens? Ouais, alors... Ce serait parfait pour des collégiens. Alors, en fait, ça vient justement de mes interviews. Lors de mes interviews, donc c'était des lycéens, mais qui m'ont expliqué que quand ils étaient au collège, eux, au collège, ils ont besoin avant tout qu'on leur permette de développer leurs moyens d'expression. Ils ne savent pas encore comment s'exprimer, de quelle façon, mais ils n'ont pas encore les connaissances suffisantes pour pouvoir établir une réflexion. Donc, ils ont besoin qu'on parle davantage d'eux au collège et du collectif au lycée. Donc, c'est vraiment, ça venait vraiment du retour que j'avais du terrain. C'est très clair. Attends, je suis désolée, je vais m'asseoir juste pour... je veux insister. Ouais, merci. Vous pouvez expliciter un petit peu plus, s'il vous plaît, le retour utilisateur sur lequel vous avez dû aller vite, forcément. Ouais, en fait... Vous avez un peu la méthodologie. Ok. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai choisi ce territoire et cette cible, je suis allée donc directement revoir Guéric Chano, mon super prof, qui m'a accompagnée donc, sur ce projet. Et donc voilà, donc ce que j'ai commencé par faire, c'était l'immersion. Donc je suis arrivée dans les classes. Donc je crois que j'avais 4 cours sur 2 jours, à la fois d'histoire et d'éducation civique et morale. Et en fait, ce que j'ai trouvé super intéressant quand j'ai été dans ce cours-là, c'est que le seul moment où les élèves étaient le plus actifs, c'est quand le prof il a demandé justement d'aller chercher un document d'eux-mêmes. Dans un livre précis par contre, dans le livre scolaire, mais c'est un document qu'ils ont dû chercher par eux-mêmes, donc il ne leur a pas demandé tel chapitre, etc. Et en fait, c'est là où ils ont été le plus actifs. Et je me suis dit, ok, il y a un truc aussi là-dessus. Donc, quand on leur donne les clés et quand on leur dit, allez-y, vous êtes libre de faire un petit peu ça, donc être un petit peu moins guidés, ils y vont à fond. Donc c'est comme ça que je me suis aussi inspirée pour ce projet. Et puis après, j'ai fait donc, des interviews avec 6 lycéens, donc c'était super marrant de se retrouver avec des lycéens de 15 et 16 ans. Et voilà, donc je les ai eus à la fois quand j'étais au lycée, et puis après je les ai eus à distance. Et je leur ai fait faire du coup les petits tests à distance parce que c'est compliqué en Covid aussi. Voilà. Oui, ça vous avez bien sûr, mais c'est franchement, avec la faiblesse de l'échantillon, effectivement. Oui, il est très faible. Avec la faiblesse de l'échantillon, vous aviez le résultat auquel vous parvenez. Ça vous donne aussi une indication si vous voulez faire encore mieux, consolider. Oui. Clairement un sujet sur l'échantillon, mais bon, c'est sûr. C'est assez la vie. Enfin, là, pour le coup, c'était pas dans la vie. Ouais. C'est pas vraiment une faiblesse méthodologique vu ce que vous avez réussi à en tirer. Ouais. De même, je pense que ça pourrait être intéressant que vous ayez d'autres points de vue enseignants. Oui, tout à fait. Sans trop vous encombrer des contraintes de l'institution, je connais un peu, mais bon, en allant voir aussi qu'est-ce qui se passe vraiment dans les instituts de formation des enseignants sur ça. Oui. Mais sinon, travailler avec d'autres enseignants en direct, ça va améliorer aussi votre projet. Le fait que vous ayez eu le courage, pardon, je vois ça comme un courage, mais de vous projeter sur le temps long avec les 4 ans, je trouve ça assez impressionnant. Alors, moi, si j'avais à créer la domothèque, je laisserais quand même en accès tout de suite, sans attendre 4 ans, parce que c'est trop frustrant. Ouais. Mais que par contre, les groupes ne puissent y travailler à nouveau qu'au bout d'un certain nombre. Là, ça, c'est des contraintes assez intéressantes. Oui. Mais ça serait dommage de lancer une domothèque sans que... Oui, c'est qu'on puisse tout de suite avoir accès. Oui, je comprends. Après, il y a des points peut-être qui nécessitent... comment est-ce qu'ils font vraiment la vidéo? Il y a des aspects comme ça où c'est encore les points obscurs de votre proposition. Si vous voulez venir vous chercher, c'est sur des trucs comme ça. Oui. Oui, sur TikTok par exemple, ils sont très... Je cherche un peu les points d'accroche. On va passer le jury qui dissimule ses intentions de travail dans le Comment a réagi ton
prof Ouais. d'origine. Dans le fait que ce soit un designer qui travaille comme ça, comment il a réagi? Alors en fait, Guéric, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il est à la fois professeur d'histoire, mais il est aussi directeur de l'innovation pédagogique du lycée, et il est aussi élu au sein de la ville. Donc en fait, il a tout de suite été très sensible à ces questionnements. Mais le fait que tu aies fait de la mobilisation, que tu vois, tu es outillé Ouais. finalement avec une espèce de processus de jeu, c'est chouette le fait que tu aies ta cartographie qui se transforme en objet. volume, Ouais. parce que tu as l'intelligence justement de la forme et tu sais que ça va le faire. Ouais. C'est vraiment un designer qui peut faire ça, tu vois. Est-ce que ça, ils réagissent en se disant merde, il va peut-être falloir qu'on intègre un peu plus de design dans le sujet pédagogique? Bah, je pense que... Ouais, Je suis là pour ça. Alors déjà, il était content parce qu'il avait réussi à mettre tout ce qui est iPad et les outils un peu numériques dans l'école. Donc effectivement, il est sensible à ces questions et à comment utiliser ces nouveaux outils numériques. Et donc voilà, il a quand même cette sensibilité. Je pense qu'il était content quand même du projet aussi. Donc voilà. Arrêtez-moi, j'ai plein d'autres choses à dire dans tes récits. À la limite, mais non, alors bravo encore une fois. La présentation, elle est impressionnante. Il y a un taf assez monumental. Tout se tient super bien, elle est super bien. En fait, c'est ça que j'aime, c'est que tu es vraiment super bien dans les détails. Tout est hyper cohérent, tout est hyper justifié. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas une question qui est. J'espère que ça ne va pas. Mais tu parlais au début de la symbolique de la ville et de ce qu'elle peut véhiculer avec des mouvements qui sont aussi un petit peu figés, etc. Ouais. Et on arrive à la fin sur cette forme. Alors, autant sur l'objet, je comprends le dôme. Ouais. Mais je le comprends aussi dans l'absolu sur la domothèque, mais est-ce qu'il y a une symbolique aussi autour de la domothèque par rapport à la ville? Alors, pas spécifiquement par rapport à la ville, mais déjà la forme du dôme, ce qui est intéressant sur ce dôme géodésique, c'est qu'il est constitué de plein de triangles. Donc c'est la symbolique un petit peu on construit quelque chose, mais grâce à plein de récits. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi cette forme-là, et que je l'ai bien mis au centre, au cœur de la ville, pour que ce soit vraiment visible. Voilà. Je sais pas comment. Oui, ta question c'est est-ce que le bâtiment. Tu peux vraiment parler, en fait, c'est un point de débat, et à la fin, finalement, il y a aussi un objet physique qui se retrouve dans la ville, et tu auras finalement, est-ce que parler de faire tout à fait totalement nous? Oui, je vois aussi la symbolique en elle-même de ce nouveau bâtiment. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ce bâtiment, enfin ce monument, pour une fois, c'est un monument qui est mouvant. Voilà, c'est un monument qui a une mémoire évolutive, donc qui réactualise la mémoire, et donc on n'est plus figé dans un récit qui nous est transmis. Voilà. Je pense qu'il y a intéressant là, en fait, et puis c'est assez marrant la coïncidence que vous faites entre cet appel d'offres. C'est en fait on a en face de nous un vrai projet pilote, un vrai démonstrateur, on peut dire ça comme ça, d'une question qui est résolue, enfin je veux dire qui est approchée de manière assez surprenante. Et donc là, c'est vrai que ce que demande ce projet pilote, c'est à être confirmé, conforté dans sa réalisation. Un espace beaucoup plus large. Et la coïncidence, elle est rigolote à ce niveau-là. Oui. Très marrant. Oui, c'est ça. Bon, bah, super, je vous remercie. Non, il faut, et peut-être le dernier point à saluer aussi, parce que ça c'est quelque chose que je vous encouragerais à garder dans le reste de votre vie professionnelle, c'est que vous êtes partie de questions aussi militantes. Oui. Et sans les perdre, vous avez réussi à faire le pas de côté qu'il faut pour donner un objet support aux aristos de Neuilly comme aux wokistes, tous les deux étant potentiellement très irritants, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, ça c'est brillant franchement. Bon, on va arrêter là. Merci beaucoup. Merci, bravo. Merci.